C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, 7 enjeux pro-patrons épargnants. La grande trouille fiscale. Les épargnants, pourquoi la trouille des épargnants? L'Assemblée nationale a adopté hier une forte hausse de la CSG sur les revenus du capital pour financer la suspension de la réforme des retraites. Une mesure qui ne sera pas sans conséquence sur les placements les plus populaires. Et les patrons, pourquoi la trouille des patrons? Une image à vous montrer qui en dit très long. Exemple d'impact concret de la conjoncture sur le monde de l'entreprise. À Laval, le groupe Actual suspend la construction de son nouveau siège social. Ça, c'est le panneau qui a été installé par l'entreprise sur le site. Il estime que bâtir en France est devenu, je cite, un risque à cause du manque de visibilité économique. Ça, c'est pour l'image. Il y a les mots très forts, avec un monde pro-entreprise qui tire la sonnette d'alarme, peut-être comme rarement. Regardez. L'ISF, il rapportait 4 milliards d'euros. Le déficit du budget de l'État, c'est 160 milliards d'euros. On refait un ISF qui rapporte 4 milliards d'euros et qui délocalise plein de gens et qui casse la base taxable, on résout rien. Et on a le même débat l'année prochaine. Un investisseur, il paye à peu près 70% d'impôts. Vous payez des taxes de production qui sont énormes en France. C'est-à-dire qu'on a mis des droits de douane à l'envers, on paye 2 fois plus de taxes de production qu'en moyenne européenne. C'est-à-dire qu'on a fait le contraire de Trump. Nous, on a mis des droits de douane sur la production de notre pays. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on m'inquiète. À coup de postures et de nouvelles taxes, on est en train de désespérer celles et ceux qui font tourner l'économie. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sophie de Menton. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente du mouvement patronal éthique et votre livre, c'est Réussir, c'est possible, 42 parcours de patrons made in France. Voilà, il est là, votre livre Sophie de Menton. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Benjamin Coria. Merci également d'être à nos côtés aujourd'hui, professeur émérite à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes membre des économistes atterrés, disons-le, un mouvement plus à gauche, plutôt à gauche. Guillaume Roquette, bonjour, merci également d'être là, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Franchement, je ne me le serais pas autorisé, mais mon intuition me disait que vous alliez le faire. On commence à se connaître. Renaud Pilat, bonjour et merci bien évidemment d'être avec nous également. Vous êtes éditorialiste politique pour LCI. Vous l'avez compris, les choses sont posées. Le grand dossier patron épargnant, la grande trouille fiscale, c'est parti. Une hausse donc, pour commencer, de la CSG va diminuer le rendement de vos placements. Elle a été votée hier soir. Les socialistes ont remporté cette victoire, l'adoption à l'Assemblée de l'une de leurs propositions phares, une hausse de cette contribution générale, sociale généralisée sur le revenu du capital, sur des revenus d'immobilier, d'épargne et de placement. Pour tout comprendre, Renaud Pilat, nous allons œuvrer ensemble pour faire la pédagogie auprès de nos téléspectateurs. Renaud, expliquez-nous ce qui a été voté, surtout qui est concerné par cette hausse donc de la CSG. Donc l'amendement de Jérôme Guedj voté hier, c'est une hausse de la CSG sur les revenus de l'immobilier et de l'épargne. Épargne, assurance vie, plan d'épargne logement ou également, Amélie, l'épargne salariale et sur les plus-values. Nous avons également la hausse de la CSG, c'est très important, qui est de 2,4 points dans l'amendement qui a été voté. On passerait de 2,2% à 10,6%. Le rendement selon... 9,2% à 10,6%. Oui, à 10,6%, pardon. Et le rendement selon le PS est important, ça rapporterait 2,8 milliards d'euros. Et Renaud, il faut le dire, ce qui fait beaucoup réagir ces dernières heures, c'est que l'assurance vie, que les Français plébiscitent, va être touchée, ciblée par cette mesure. Bien sûr, vous savez, l'assurance vie a détrôné le livret A dans le cœur des Français. On se retrouve avec, rien qu'en septembre, 14,9 milliards d'euros qui ont été déposés en assurance vie, c'est plus 20% par rapport au mois de septembre de 2024. Il faut savoir qu'en France, l'assurance vie, tenez-vous bien, c'est désormais près de 2100 milliards d'euros. Le livret A, on le voit, seulement 443 milliards d'euros. Donc c'est désormais un sujet majeur, l'assurance vie. Et alors, c'est la raison pour laquelle nous allons nous y pencher encore. Merci beaucoup, Renaud Pilat. Qui crie au scandale sur ce plateau? Sophie de Menton. Pardon ? Vous criez au scandale sur ce sujet? C'est-à-dire que j'ai plus de voix. Moi, je fais partie des entrepreneurs atterrés. C'est tous les jours. Tous les jours, nous avons des nouvelles taxes. Donc, on gâte les taxes du jour. Ce que je voulais quand même dire, un peu pour rassurer vos téléspectateurs, c'est que rien de tout ça sera voté. C'est un théâtre d'ombre. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Et je pense que ça ne va pas être voté.
Je veux dire, je vois pas comment ça pourrait globalement être voté. Donc comment ça va se passer après, c'est un grand mystère. C'est très grave parce que, vous savez, je préside un mouvement qui s'appelle Éthique et nous avons des formidables entrepreneurs. D'ailleurs, Philippe Véran, qui a été attaqué aussi parce qu'il a dit, écoutez, moi je peux pas rester si c'est comme ça. Et il a expliqué pourquoi il voulait partir. Pour un entrepreneur, c'est un crève-cœur de partir. Mais on est en train d'avoir une classe politique qui lutte contre son propre pays, qui devient un ennemi du pays des entrepreneurs. Donc voilà, alors maintenant, la CSG, c'est monstrueux parce que c'est ce qu'on a de côté. C'est mettre la CSG sur l'épargne des Français, c'est violent. Alors après l'entrepreneur atterré que vous avez revendiqué être, je vais me tourner vers l'économiste atterré pour vous faire réagir et avancer dans les arguments. Regardez comment le Rassemblement national notamment monte sur le sujet avec même une affichette qui est diffusée en ligne, plus 2,8 milliards d'impôts, alerte impôts, socialistes et macronistes, main dans la main pour augmenter les impôts. Il y a également le tweet qui a suivi, elle est très concernée par le sujet, Marine Le Pen, puisqu'elle a même publié 2 tweets en moins d'1 heure. Elle nous dit ceci, les macronistes et leurs alliés socialistes ont décidé de s'attaquer à l'épargne de tous les Français, y compris les petits épargnants qu'ils disaient hier défendre. Ça, c'est pour le RN. La droite n'est pas en reste. Laurent Wauquiez. Nous avons donc décidé de voter 2,6 milliards d'euros ce soir sur la petite épargne des Français. Et c'est une opération qui est très avantageuse parce qu'elle permet de faire bas les masques sur le discours de la gauche. Vous prétendez taxer les riches, vous taxez la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie. Vous ne venez pas décider de taxer le haut patrimoine, vous avez taxé l'assurance vie, vous avez taxé les PEL, vous avez taxé les plans d'épargne salariale, vous avez taxé le PEA, vous n'avez pas taxé les riches, vous avez taxé la France qui travaille et la France qui a travaillé. Honte à vous, mais au moins on comprend votre discours. Quand vous augmentez les impôts, c'est toujours avec vous les classes moyennes qui payent. Benjamin Corien. Les riches aussi, hein. Benjamin Corien, allez-y. Écoutez, je suis sans voix. Je suis sans voix quand je vois M. Wauquiez qui a bloqué, avec toute l'énergie qu'on sait, le vote d'une taxe sur les ultra riches. Aujourd'hui, manifester comme il manifeste. Bon, alors, cette chose étant mise de côté, mais quand même rappelée, parce que le défenseur des ultra riches, c'est Wauquiez, et l'ensemble de ceux qui ont voté contre la taxe Zuckman, ou même un succédané de la taxe Zuckman. Bien, si on met ça de côté, incontestablement, on est dans une situation un peu ubuesque. Donc, je vous rends des points. Je veux dire, c'est vrai que tous les jours, on a une nouvelle taxe qui est plus ou moins bien conçue, qui répond ou non, le plus souvent, à ses objectifs affichés. Bon, donc c'est vrai que je comprends parfaitement que de très nombreux secteurs de la société, y compris d'ailleurs du côté des entreprises, on dise où est-ce qu'on est là, où est-ce qu'on est. Bon, alors ceci étant posé, c'est lié d'une part à l'absence du 49.3, c'est lié au fait que la tradition française, c'est de voter d'abord les recettes avant de voter les dépenses, qu'on n'a pas un équilibre de discussion entre les deux. Vous avez sans doute raison sur le fait qu'une grande partie de ces taxes nouvelles, si on peut dire, ne seront jamais votées, enfin ne seront jamais mises en exécution. Voilà. Donc pour le moment, on assiste de la part d'un certain nombre de groupes à une espèce d'empilement de réserves de taxes pour équilibrer le budget. Mais c'est vrai que c'est difficile de discuter de chacune des mesures en détail, parce qu'on ne sait pas du tout si c'est celle-là qui va être conservée à la fin. Guillaume Roquette, il y a une question de philosophie, une question de symbole dans ces débats. C'est peut-être même le plus important en ce moment. Et vous en retenez quoi? Est-ce que vous êtes un journaliste du Figaro atterré, puisque tout le monde semble l'être, atterré sur ce plateau? On fait école. Voilà, on va créer un syndicat. Alors ça, franchement, on va retenir que vous pourriez créer un syndicat ensemble. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas fait la taxe Zuckman, et heureusement. Bon, d'abord pour des raisons philosophiques, parce que une partie de la droite, à juste titre, considérait qu'il ne fallait pas pénaliser les grandes fortunes qui sont aussi des grands entrepreneurs. Mais aussi pour des raisons pratiques. C'est que on sait très bien que même si pendant 1 ou 2 ans ça pourrait apporter de l'argent, ensuite les grands patrimoines, ils sont suffisamment organisés, j'allais dire intelligents, pour pouvoir échapper à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne veut pas faire d'économie, eh ben on va taxer la classe moyenne, comme d'habitude. Parce que nous, on ne peut pas quitter la France, nous, on ne peut pas se délocaliser. Et
Mais c'est toujours la même chose. À la fin, ce sont toujours les mêmes qui payent. Vous savez, c'est le fameux Nicolas qui paye. Et là, c'est spectaculaire que le Parti socialiste ait voté une augmentation de la fiscalité sur les plans d'épargne logement, qui est le truc, moi c'est le premier truc que j'ai ouvert à mes enfants, et sur l'assurance vie que tous les Français ont. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir de ce système de retraite. Et donc ils disent, puisque l'État est incapable de gérer correctement notre retraite, nous allons faire une épargne de précaution. Alors, et celle-là, l'État la taxe aussi. Honnêtement, c'est révoltant. Je vais vous poser quand même la question, l'assurance vie. Je voudrais qu'on revoie les chiffres. 2 milliards, quasiment 100 000, c'est ça, euros, avec plus 14 milliards, c'est ça, rien que pour le mois de septembre, plus 20% par rapport à l'année dernière. Pourquoi est-ce... C'est une question taboue. Pourquoi est-ce tabou d'aller sur ce terrain-là ? Pourquoi laisse à ce point ? Parce que les Français sont pauvres dans l'ensemble. On n'est pas très riches et que là, c'est leur épargne, donc ça touche vraiment à leur vie. Mais moi, je voudrais poser une question. Si vous voulez, il y en a beaucoup qui nous regardent en se disant, mais chaque jour, on ouvre une porte et quelqu'un la claque au nez en disant, bah non, il faut faire des économies ou aller chercher l'argent. Mais là, c'est la question non, que j'allais vous poser. Ah bah non plus. Et là, bah non plus. Et en fait, à la fin de la journée, on ne règle pas le sujet. On était supposé attaquer, parce que moi, on n'en parle plus du tout, on était supposé attaquer les économies de l'État. Et on m'a dit à l'Assemblée, mais ça y est, parce que c'est pour le financement de la sécurité sociale, et donc pour dépenser moins pour la sécurité sociale, on va taxer plus. Donc on est rentré dans la phase économie, me semble-t-il. Et on délire complètement. Au moment où on voudrait entendre qu'est-ce qu'on va réformer dans la sécurité sociale pour que ça coûte moins cher, mais que ça ne nuise pas aux assurés, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ce qu'ils répondent, c'est une taxe. Alors, on est en direct de l'Assemblée nationale avec Julien Audoul. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. On vous a fait cette invitation parce que je l'ai montré il y a quelques instants sur cette antenne. Le Rassemblement national est monté très fort ces dernières heures sur la question de l'amendement sur la CSG. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce que nous avons déjà démontré. Mais je vais vous aider à poursuivre le dialogue avec le Parti socialiste potentiellement. Écoutez ce que vous a répondu à vous, le Rassemblement national, Jérôme Guedj, dans l'hémicycle hier, socialiste qui a porté cet amendement. Oui, il y a à rééquilibrer la structure de financement de la sécurité sociale en mobilisant davantage les revenus du capital. À cet instant, je veux tordre le cou à l'argument selon lequel ces revenus du patrimoine et ces revenus du capital viennent toucher les classes moyennes ou les classes populaires. Pour l'essentiel, ces revenus, ce sont les revenus du dividende, ce sont les revenus des plus-values immobilières, ce sont les revenus des contrats de capitalisation. Sont exonérés les livrets A, le livret jeune, le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable. Et sur l'exemple que vous prenez, qui est celui du plan d'épargne logement, l'augmentation qui est décidée aujourd'hui, elle est de 6 € par an, c'est-à-dire 50 centimes par mois. Voilà, donc je vous laisse poursuivre le débat à distance. Que répondez-vous à Jérôme Guedj qui interpellait le RN à ce moment-là ? Bon, j'ai rien à répondre à un socialiste qui, avec son parti, avec son groupe, ont martyrisé fiscalement les classes moyennes quand ils étaient au pouvoir, et non que la politique de la taxe. Voilà, une obsession de la taxe, une obsession du grattage, aller récupérer encore plus d'argent sur les Français qui travaillent, et notamment sur les Français qui supportent aujourd'hui le poids du fiscalisme, c'est-à-dire la classe moyenne. Ces Français qui luttent au quotidien pour ne pas tomber dans la précarité, dont le reste à vivre s'amenuise mois après mois, et ces Français qui sont ciblés par la politique socialiste, alors soit quand le PS est au gouvernement, soit quand c'est les macronistes qui s'inspirent évidemment de la même idéologie. Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir de Jérôme Guedj et de son groupe. Ce que j'observe, c'est qu'on est sur des délires fiscaux depuis quelques jours, depuis quelques semaines, où que chacun y va de sa taxe supplémentaire pour toujours martyriser les mêmes, ce qui est insupportable. On ne parle pas beaucoup d'économie pendant ce temps-là. Alors, justement, mais premier point, c'est Marine Le Pen elle-même, lors de sa conférence de presse, auprès de la presse parlementaire, qui disait « mais c'est normal qu'on parle que d'impôts et de taxes ces dernières semaines, puisqu'on était sur le volet recettes ». C'est elle-même qui l'a dit, votre patronne en quelque sorte. Deuxième point, il faut bien trouver des sous quelque part. Alors on fait comment ?
Mais les sous, on sait où aller les récupérer. Encore une fois, vous parlez des impôts, mais bien évidemment, qu'on parle des impôts, ça fait partie des recettes de l'État. C'est ce qui nous permet d'investir, c'est ce qui nous permet de faire fonctionner les services publics, à condition que ces services publics soient réellement utiles et efficaces pour la population française. Mais au-delà des impôts, là où on n'entend jamais la gauche, et là où c'est choquant, c'est qu'il y a des économies énormes à faire. C'est que l'État français est un État très riche, qui gaspille énormément chaque année, que ce soit pour le coût de l'immigration de guichet social, que ce soit pour les contributions à l'Union européenne, que ce soit pour la fraude, que ce soit pour le train de vie d'un État qui est devenu totalement obèse et qui préfère gaspiller soit pour des agences et comités Théodule totalement inutiles, dont on ne voit pas l'efficacité dans le quotidien des Français, soit pour du co-développement, soit pour des projets internationaux qui, encore une fois, sont très contestables dans une période où on a besoin de faire des efforts et des économies. Donc moi, je m'étonne, encore une fois, que certains parlent toujours d'impôts, toujours de taxes, sans parler des économies qui sont indispensables à la bonne santé de l'économie française. Julien Audoul, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est parfois un peu difficile comme ça à distance, donc pardon pour l'impolitesse, mais il y a Benjamin Cordia qui est sur ce plateau, qui est membre des économistes atterrés et qui, je pense, aurait certainement soit des arguments à vous opposer, peut-être un échange à avoir avec vous. Allez-y. Non, mais si vous voulez, la tournure qu'a pris, que prennent les débats à l'Assemblée, nous amène dans des situations presque loufoques, hein, si je peux dire. Et on perd de vue l'essentiel. On perd de vue l'essentiel. Bien sûr qu'il y a des économies à faire, bien sûr. On va certainement... Le moment viendra et il faudra en parler. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est sûrement pas dans les baisses de cotisation de la France à l'Union européenne ou dans des milliards et des milliards trouvés du côté de l'immigration où seuls les comptables du FN sont capables de voir de l'argent à gagner parce que c'est l'unanimité chez les économistes que ce comptage-là est totalement folklorique. Alors, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que on perd de vue, et ça c'est fondamental, on perd de vue que le système fiscal français et que le système d'imposition français est fortement inégalitaire et qu'il y a une série d'anomalies. Alors, on peut discuter longtemps de la taxe Zuckman, mais jamais personne ne s'est opposé à la démonstration faite que les riches et les ultra-riches, en particulier les ultra-riches, payent moins d'impôts que leurs secrétaires. L'argument que vous mettez en avant, c'est ils vont s'en aller. C'est pas ils payent. C'est pas du tout ça, parce que ça, c'est établi. Donc, il y a une série d'anomalies. Une autre anomalie, c'est que les grandes entreprises payent moins d'impôts que les petites et les moyennes. Alors, voilà. Là, il y en a du coup pour tout le monde. Par où commencer ? Peut-être Julien Audoul, depuis l'Assemblée nationale, qui vous répond. Et puis après, Renaud, Guillaume, vous aurez tous la parole. Allez-y, monsieur Audoul, depuis l'Assemblée nationale. Alors, je suis en désaccord total avec ce qui vient d'être dit. Total, d'une part, sur la nécessité de faire des économies. Et ça fait 40 ans que l'on continue à dépenser de l'argent, à gaspiller de l'argent public dans des politiques qui ont mené notre pays à la ruine. Je veux bien évidemment, et j'insisterai, même si vous rejetez ça et que vous le balayez d'un revers de main, sur l'immigration qui nous coûte un pognon de dingue. Et nous proposons une mesure extrêmement claire pour faire des économies, c'est notamment de conditionner à 5 années de travail, 5 années de cotisation, le versement des prestations sociales non contributives à des étrangers qui ont donc travaillé 5 ans. C'est un principe de bon sens, c'est un principe qui permet d'économiser 18 milliards d'euros par an, ce n'est pas rien, bien évidemment. Ensuite, vous avez la fraude sociale. La fraude sociale, on en parle chaque année. Chaque année, vous faites des articles, chaque année, vous avez des reportages sur la fraude sociale. Jamais un gouvernement n'a eu le courage et la volonté de s'attaquer à cette fraude, c'est-à-dire de récupérer cet argent qui est volé aux Français. Et puis, désolé, sur les contributions, je vais terminer. Je vais terminer sur les contributions à l'Union européenne. Alors je sais que pour certains c'est la vache sacrée, il ne faut jamais toucher à l'Union européenne et à son budget, mais c'est un budget qui s'envole. Et je précise que nous sommes contributeurs perdants. Nous sommes contributeurs perdants. Le temps file. Oui, Julien Audoul, si je peux me permettre, 3 petits points très rapides. Premièrement, c'est une aberration totale qu'en France, nous discutions des recettes et des impôts avant les dépenses. C'est une aberration totale. Lorsque dans une famille, on a des économies à faire, on commence par regarder le budget, on voit où est-ce qu'on peut faire des économies, et quand on regarde les économies qu'on a fait, on appelle le banquier ou autre pour augmenter les recettes. C'est une
aberration. Il va falloir vraiment changer ça. Deuxièmement, vous avez là, sur la CSG, je pense que c'est un amendement de Jérôme Guay, socialiste, qui est acceptable. Il est acceptable parce qu'il a raison. Les revenus du capital, là, on ne touche pas 90% des Français. Il peut y avoir un effort. Sinon, c'était quoi? Sinon, c'est pour financer la suspension de la réforme de retraite. Sinon, c'était la chute du gouvernement Lecornu. La chute du gouvernement Lecornu, ça coûte 15 milliards d'euros, une dissolution. Troisièmement, et vous étiez d'ailleurs pour la suspension de la réforme des retraites, il me semble, Julien Audoul. Alors, ce sera la conclusion, Julien Audoul. Après, on doit avancer. Pardonnez-moi. Et on est surtout pour la chute du gouvernement Lecornu. Nous sommes, vous savez, ce qui ferait des économies à la France, c'est effectivement une dissolution, c'est une nouvelle majorité et c'est un cap pour le pays avec une autre politique économique qui fera des économies, qui ne fera pas peser l'effort sur les classes moyennes, Sébastien les Français qui travaillent et les retraités. S'il y a censure sur le budget, ça vaudra démission et donc avec la politique dissolution. macroniste. Il y a Sébastien Lecornu qui a dit devant le bureau du Sénat, s'il y a censure sur le budget, cela vaudra démission et donc dissolution. Oui, formidable. Continuez comme ça, monsieur Lecornu. Que lui dites-vous au Premier ministre ? Mais nous appelons effectivement à une dissolution. Nous voyons que la situation est totalement bloquée, elle est paralysée. Rien de bon ne sortira de ce budget, des discussions que nous avons à l'Assemblée nationale. Malheureusement pour le peuple français, il y a un besoin de rupture économique, de rupture sociale, de rupture fiscale. Et très clairement, ce n'est pas la continuation du macronisme qui permettra un changement quelconque. Donc il faut retourner devant les électeurs avec une autre politique et avec Jordan Bardella à Matignon. Merci beaucoup Julien Audoul d'avoir accepté notre invitation. Merci à Thibaut Petit qui a permis la réalisation du direct. Dans un instant, restez avec nous. Les plus inquiets visiblement, donc vous l'avez compris, ce sont les entreprises. Vous le verrez, de plus en plus de témoignages de patrons candidats à l'exil sont en train d'émerger ou comment certains envisagent de même stopper leurs projets. Exemple très concret à suivre. Mais aussi multiplication de plans pour essayer de les retenir, ces patrons. Aujourd'hui, la proposition choc, elle est signée Édouard Philippe avec un deal fiscal XXL, une baisse d'impôts de production de 50 milliards d'euros par an. Je ne vous en dis pas plus parce que vous saurez tout avec nous dans un instant. Et nous en parlons notamment avec notre invitée, directrice générale du mouvement Impact France. Impact France, c'est un réseau de 30 000 entreprises qui se revendiquent sociales, s'appuyant sur l'impact social, le partage du pouvoir et le partage des richesses. Merci beaucoup d'être avec nous, Caroline Néron. Est-ce que je peux vous présenter comme une patronne de gauche ? Non, on est un réseau de patrons progressistes engagés dans la vie de la société, mais qui est totalement impartisan, mais par contre qui pose l'entreprise comme une partie prenante de la société qui doit aller de l'avant. On en parle ensemble dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec cet enjeu patron épargnant, la grande trouille fiscale. Nous allons en parler avec mes invités bien évidemment. Mais là tout de suite maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité. Passant fauché sur l'île d'Oléron, le parquet national antiterroriste ne se saisit pas du dossier. Le parquet de La Rochelle continue donc à diriger les investigations autour de cette affaire. Le procureur Arnaud Larez donnera une conférence de presse à 18h. Vous pourrez la suivre avec nous en direct sur LCI. Sécurité, œuvres, visiteurs, rapport très sévère de la Cour des comptes sur le Louvre. Dans ce document, elle regrette notamment que le musée, je cite, ait privilégié les opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. Et puis les taux se resserrent autour de Chine. Le gouvernement annonce contrôler tous les colis du géant de l'e-commerce aujourd'hui à l'aéroport Charles de Gaulle, au lendemain de la procédure de suspension lancée à son encontre. L'opération va contribuer à alimenter les procédures en cours. Les premiers constats font apparaître des produits non conformes et illicites. Affaire à suivre donc. Et puis, nous souhaitions rendre hommage ce soir à Anton Bondarenko. Il était l'un des fixeurs historiques de LCI et de TF1 en Ukraine. Il a été tué sur le front par un drone russe. Anton, il avait 26 ans. Pendant 1 an et demi, il avait travaillé en qualité de fixeur, de guide, d'interprète avec nos équipes de reporters en Ukraine, notamment Charlie Nurel, et contribué à une 50aine de reportages pour documenter cette guerre. Anton Bondarenko avait ensuite rejoint les rangs de l'armée ukrainienne pour défendre son pays. Il a été tué au mois de septembre, je vous le disais, sur le front, mais son corps vient seulement d'être identifié. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis.
Je reprends donc le fil de ce grand dossier patron épargnant, la grande trouille fiscale, avec mes invités que je resalue sur ce plateau. Nous sommes toujours avec Sophie de Menton, toujours avec Benjamin Coria. Alors nous avons ici une entrepreneuse atterrée, ici un économiste atterré, ici un journaliste du Figaro atterré en la personne de Guillaume Roquette. Nous sommes toujours avec Renaud Pilat. Pas atterré. J'essaie de ne pas l'être. Ça va. Garde pour moi. Et vous me direz ce qu'il en est pour vous, original. Caroline Néron. Vous êtes directrice générale du mouvement Impact France. Je rappelle, Impact France, c'est un réseau de 30 000 entreprises qui se revendiquent comme social s'appuyant sur donc l'impact social, le partage du pouvoir et le partage des richesses. Donc, pour reprendre ce grand dossier, on repart sur quelque chose de très concret. Lui, il a fait une proposition choc ces dernières heures, c'est Édouard Philippe. Un deal fiscal XXL, le candidat à la présidentielle a choisi son moment pour dégainer cette proposition, bien sûr, tout sauf un hasard. L'idée de ce deal fiscal, c'est une baisse des impôts de production de 50 milliards d'euros par an contre une réduction équivalente des aides. Je vous en dis plus dans un instant, mais d'abord écoutez les mots d'Édouard Philippe. À vous qui êtes entrepreneur ou qui voulez le devenir, à vous qui aimez l'entreprise dans laquelle vous travaillez et qui voulez qu'elle réussisse, j'ai un mot à vous dire. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale m'inquiète. À coup de postures et de nouvelles taxes, on est en train de désespérer celles et ceux qui font tourner l'économie et on est en train de créer une situation qui fiscalement est dangereuse pour l'avenir de la production française. Et ça, c'est très préoccupant. En France, si vous accumulez tous les impôts, va vous donner une situation où ceux qui créent de la richesse, ceux qui investissent, ceux qui prennent des risques, ceux qui travaillent, finissent par être dans une situation beaucoup moins favorable que ceux qui font la même chose ailleurs. Et ça, c'est mauvais pour toute l'économie française. Allez, on va plus loin grâce à vous, Renaud Pilat. Que propose précisément Édouard Philippe aux entreprises? Dites-nous tout. Enfin, Alors, la les proposition... spectateurs, tout ce qu'il faut savoir. La proposition d'Édouard Philippe, elle est simple en apparence. Il s'agit de supprimer 50 milliards d'impôts de production très importants sur les entreprises. Et en contrepartie, c'est pas gratuit, on supprime 50 milliards d'euros d'aide aux entreprises en moins, lesquelles, c'est plus compliqué, mais on en parlera. Alors, il y a un autre élément sur ce sujet, les entreprises. Le deal fiscal proposé par Édouard Philippe, Amélie, c'est 250 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Sur combien de temps? Devinez. Un quinquennat, Amélie, un quinquennat présidentiel, par exemple. Merci beaucoup, Renaud. Alors, le slogan, en quelque sorte, la philosophie, c'est pour les entreprises, produire plus, pour gagner plus, pour l'État, aider moins, pour dépenser moins. Vous l'acceptez, son deal, Caroline Néron, et les 30 000 entreprises que vous représentez? 30 000 entreprises que vous représentez, c'est pas rien sur ce plateau. Eh bien, il a le bénéfice de la clarté. Et peut-être de revenir sur une incongruité française, qui est que nous avons des impôts très hauts, mais aussi énormément d'aides publiques. Et on a vu récemment, avec un rapport sénatorial qui est critiqué, mais qui a quand même le mérite d'approfondir le sujet, qu'on a des milliards d'aides publiques qui vont aux entreprises dont on ne sait pas ce qu'elles donnent, qui sont hyper mal positionnées et qui sont aussi un empilement. Donc on a un empilement d'impôts, mais on a un empilement d'aides. Donc je pense que tout le monde est d'accord et toutes les entreprises sont d'accord pour qu'on rationalise les choses et qu'on simplifie le deal. Après, voilà, je le voyais venir. Non, mais après, la question pour préparer notre économie au XXIe siècle, est-ce que ça suffit? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des aides qui sont très utiles, voire hyper efficaces pour l'État, parce qu'elles lui font gagner de l'argent, in fine. Aujourd'hui, une entreprise qui s'investit sur la décarbonation, s'investit et embauche des personnes handicapées, in fine, ça rapporte à l'État. Donc, est-ce qu'on veut faire des coupes dans les aides, ou est-ce qu'on veut réfléchir un peu comment on positionne justement les aides publiques, comment on module la fiscalité pour que ça puisse être aligné avec les priorités stratégiques de l'État. Donc évidemment, hein, l'enjeu c'est l'efficience des aides publiques, l'enjeu c'est l'efficacité des entreprises, mais peut-être qu'on a un pas, mais c'est encore un peu court. Et puis pour aller jusqu'au XXIe siècle, on a aussi aujourd'hui des nouvelles propositions qui arrivent. On parlait de Chine, je crois qu'on parle beaucoup de Chine. On a une loi fast fashion qui a été votée, qui invente finalement une nouvelle manière de faire la fiscalité, qui permet de protéger les entreprises, notamment en valorisant mieux la qualité écologique, sociale, sanitaire de nos biens et de nos produits. C'est ce qu'on sait le mieux faire en France. Ça, c'est aussi des nouvelles manières de penser. Et sur cette proposition, on n'en est pas encore là. Je vais rendre à Dominique Seux ce qui appartient à Dominique Seux. Je l'écoutais ce matin et il disait ça a l'air simple comme ça, prélever moins, distribuer moins et sans que ça coûte un sou aux contribuables. Si c'est si simple, pourquoi on ne le fait pas déjà, Sophie? D'abord, vous posez une excellente question. D'abord, je voudrais remercier Édouard Philippe d'avoir repris le programme d'éthique. Ça fait 10 ans que nous disons qu'il faut
non, merci, non, merci, pas d'aide, diminuer nos charges. Ça me paraît vraiment important. Cela dit, vous avez abordé un autre vrai sujet qui, moi, me touche beaucoup parce que je suis une libérale et j'ai envie de dire que au-delà de cette limite, mon libéralisme n'est plus valable. Et nous avons complètement changé d'époque. Au-delà de la mondialisation, on a des structures économiques gigantesques comme la Chine, on a un pays qui était libéral comme l'Amérique qui devient conservateur, ou protectionniste plutôt. Et donc, c'est tout un ensemble de choses et on ne peut pas réduire ça effectivement à stop, plus d'aide et moins de charges. Mais sur le principe, il a raison, il faut faire le ménage. Il faut évaluer ça. Je pense même au crédit impôt recherche, dont a priori on a besoin dans certaines entreprises. C'est une aberration. On est obligé dans les PME d'aller prendre des sociétés spécialisées pour arriver à comprendre comment on fait, pour arriver à avoir un crédit impôt recherche. Et puis 2 ans après, vous pouvez avoir un fonctionnaire qui vous dit non, vous aviez plus droit, vous n'avez pas assez trouvé. C'est une erreur. Si vous voulez, il y a forcément des gagnants et des perdants. Forcément. Benjamin Corriat, je vous regarde depuis tout à l'heure, allez-y. Alors, Écoutez, sur le principe de faire le ménage, et un grand ménage sur les impôts de production, il n'y a pas de souci. Il y a des dimensions parfaitement aberrantes dans les impôts de production. Là où j'ai un peu une interrogation, j'en ai plusieurs, là où j'ai un peu une interrogation, c'est comment on compte 250 milliards. Parce que les impôts de production, c'est autour de 80-90 milliards. Bon, c'est de cet ordre. La première année, très bien, on peut en enlever 50 milliards. La deuxième année, peut-être. Ensuite, on fait comment ? Je ne comprends pas très bien ce calcul. C'est-à-dire que les 50 milliards qui sont enlevés, ils sont recomptés à chaque fois. C'est le calcul que fait Édouard Philippe, mais enfin, il sera amené à développer. C'est un peu bizarre. Voilà, ça c'est ma première remarque. Bien. Ma deuxième remarque, c'est que bien sûr, on attend, et vous avez parfaitement raison, de voir qu'est-ce qu'on met en face, comme économie. Le Conseil d'analyse économique, lui, il n'allait pas par 4 chemins. Il préconisait la suppression d'un certain nombre d'impôts de production et une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Bon, si on peut baisser des subventions inutiles, c'est aussi bien. Alors maintenant, sur le fond, je vous rejoins, si je vous entends bien, et vous aussi, si je vous entends bien. Et après, on fait quoi ? C'est-à-dire que il ne suffit pas de baisser les impôts de production, donc d'alléger les entreprises, très bien, et de augmenter d'une quantité égale les recettes de l'État, parce que la grande question reste les défis auxquels il faut faire face. Et ça, ce qu'on voit bien, alors mais c'est déjà énorme de baisser les impôts de production. Attendez. C'est fondamental. Ce qu'on voit bien, c'est que l'allocation de l'investissement tout seul, c'est-à-dire s'il n'est pas piloté aujourd'hui, dans cette période de transition, vers les investissements qui sont indispensables et qui pour beaucoup ne sont pas encore rentables. Je pense à des investissements dans l'électrique, je pense à des investissements dans l'économie verte, etc. L'entreprise a besoin d'être accompagnée et c'est là que il y a quelque chose qui nous manque de fondamental, qui est vers où on va et comment on fait et avec quelle forme d'aide ou d'intervention de l'État. Je vous donne la parole, Guillaume Roquette. Je vous donne la parole, Guillaume Roquette. D'abord, je voudrais juste qu'on écoute. On le voit bien en ce moment. Je veux bien qu'on écoute. Pas du tout. Je voudrais qu'on écoute Philippe Brun pour le Parti socialiste qui réagit sur cette annonce, cette proposition choc de Édouard Philippe, et puis vous me direz ce que vous en pensez juste après, cher Guillaume Roquette. Moi, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'éviter la politique de la caisse vide. Parce qu'à force de proposer des baisses d'impôts, à la fin, on se retrouve dans une situation de déficit, on est obligé d'augmenter les impôts pour tout le monde. Donc, réfléchissons-y. Mais je crois, en tout cas, qu'il faut aujourd'hui surtout détaxer les PME. C'est les PME qui payent aujourd'hui 2 fois plus d'impôts sur les sociétés que les grandes entreprises, par 50% plus. Donc, 1,5 fois plus. Aujourd'hui, les PME, elles payent 1,5 fois plus d'impôts que les grandes sociétés. Alors, Guillaume Roquette, et puis après, on va partir sur un exemple très concret d'entrepreneur qui en a un peu ras-le-bol. Oui, moi je suis un peu dubitatif devant cette proposition d'Édouard Philippe. Alors, je ne suis pas prix Nobel d'économie, mais je vais vous faire un raisonnement assez simple. Le postulat sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les entreprises sont trop taxées dans ce pays et que ça les handicape et que donc il faudrait les rendre un petit peu plus compétitives en prélevant moins d'argent sur elles. On est d'accord avec ça. Et M. Philippe dit, je vais vous mettre 50 milliards d'impôts en moins. Formidable, ça va dans le bon sens. Mais M. Philippe dit, je vais vous enlever 50 milliards d'aides.
Ça veut dire que si vous allez au global, c'est quoi le résultat de ça? Ça s'appelle zéro, parce que 50 milliards de prélèvements en moins, mais 50 milliards d'aides en moins, eh ben, ça fait que c'est une belle annonce, mais je pense que c'est trop intelligent, c'est-à-dire qu'il faut être basique. Et la pensée complexe. Oui, exactement. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un niveau de prélèvement sur les entreprises qu'il faut être basique, consistant à dire on prélève moins, point. Caroline Néron, et vraiment après on va vers cette affaire que je vais vous raconter sur le terrain. Oui, là où je suis pas complètement d'accord avec vous, c'est que en fait aujourd'hui, qui bénéficie des aides publiques massivement? Les entreprises les plus grandes et celles qui savent aller les chercher. Oui. Et donc en fait aujourd'hui, qui paye les impôts de production? Tout le monde, et notamment les petites et les moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, ça aide de fait les entreprises d'être obligées d'investir moins pour aller chercher des aides, et ça permet d'aller remettre de l'argent là où il faut le remettre. Alors, diversité des points de vue et des patrons avec vous. Paola Fabiani aussi, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Et pendant que vous installez, je voudrais représenter, je l'ai dit en début d'émission, mais je voudrais vous soumettre à nouveau cet exemple d'impact très concret de la conjoncture économique sur la vie du patronat d'entreprise. Ça, c'est à Laval. C'est à Laval, ce panneau. Le groupe Actual suspend la construction de son siège social tout neuf et le fait savoir donc avec ce panneau qui dit « Ici, Actuel Group envisage de construire son futur siège social à moins que nos dirigeants politiques ne nous contraignent à délocaliser ou céder nos activités. » Il dit en fait entreprendre en France est devenu un risque à cause du manque de visibilité économique. Bonjour. Bonjour. Maintenant, vous êtes bien installée, Paola Fabiani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce type d'exemple-là se multiplie et ont vocation à se multiplier compte tenu du contexte actuel? Oui, malheureusement, oui. On est dans un délire fiscal. C'est la foire de la taxe. Chaque jour, on nous sort une nouvelle taxe. Et effectivement, on ne peut pas investir, créer de l'emploi avec des taxes nouvelles tous les jours. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce côté, on a plus de 60 milliards de taxes supplémentaires qui sont annoncées et qui sont en discussion à ce jour. Donc d'un côté, il y a la taxe, et en plus, il y a le manque d'anticipation, de visibilité, de stabilité, qui est, comme toujours, l'ennemi de l'entreprise. Donc, comment faire notre rôle? Comment contribuer dans ce contexte? Et puis, on a un peu l'impression que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, c'est un puissant fond finalement. Nos téléspectateurs le savent, et vous aussi, puisque vous avez été avec nous il n'y a pas si longtemps sur ce plateau. On parle beaucoup de cette grande crainte des patrons actuellement, mais le ministre de l'économie dit bien sûr la situation est grave. Mais le tableau n'est pas si noir que ça, tout ne va pas si mal. On va l'écouter puisqu'il était notre invité ici sur LCI. Regardez. On crée des entreprises tous les jours, malheureusement il y en a aussi qui meurent. Quand on regarde les usines, depuis 8 ans, et vous l'avez dit, c'est en grande partie lié à la politique qu'on a menée. On a ouvert beaucoup plus d'usines. Principes opposés à ceux qui sont en ce moment. Non. On est en train de faire des compromis, mais clairement, on a baissé par exemple la CVAE, un impôt de production, qui fait que 300 000 entreprises, quand elles vont s'installer l'année prochaine, peut-être pas toutes, mais en tout cas celles qui sont déjà installées, vont payer moins d'impôts liés à leur production. Alors, je vous en prie, vous pouvez répondre au ministre de l'économie. Alors, ça tombe bien, je viens de le voir, je reviens du salon du Made in France, où oui, effectivement, les entreprises sont mobilisées. Et quelque part, je pense qu'elles sont même idéalistes, voire utopistes parfois, puisqu'elles ont envie de contribuer et elles continuent effectivement à essayer. Mais effectivement, pour revenir juste pour la partie sur la CVAE. La CVAE, c'est une taxe. On nous a tout d'abord annoncé il y a plusieurs années la suppression totale. Ensuite, on nous a dit que cette suppression, elle allait être en 2 ou 3 fois. Ensuite, maintenant, elle est en 5 fois. Bon, effectivement, un jour ou l'autre, peut-être qu'on n'aura plus de CVAE. C'est un impôt, je le rappelle, pour préciser, c'est important de rappeler ce que c'est que la CVAE. C'est un impôt qui est sur le chiffre d'affaires, pas sur la rentabilité. C'est un impôt de production. Donc ça veut dire que, quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je fais du chiffre d'affaires, c'est pas pour ça que je suis rentable. Pour autant, je suis taxé. Est-ce que c'est logique? Alors, je précise que vous êtes signataire d'une tribune qui est sortie dans l'Express ces toutes dernières heures. Un débat budgétaire dévoyé, une spirale fiscale dangereuse. Trop, c'est trop. Nous refaisons de voir la France s'enliser. Voilà ce que disent plus de 200 signataires, chefs d'entreprise qui montent au créneau, vous l'avez compris, donc, pour dénoncer les dérives du débat budgétaire qui a saisi l'Assemblée nationale. Selon vos mots, encore une fois, dans cette tribune, on va lire quelques mots. Ce qui devrait être un moment de lucidité, de responsabilité, s'est transformé en défouloir idéologique. Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France. Pourquoi vous ne la signez pas, cette tribune? Alors, elle n'a peut-être pas été soumise, mais si vous l'aviez entre les mains, vous pourriez la signer?
Non, parce que pour nous, le vrai problème et ce qui nous remonte en fait de toutes les entreprises, c'est ce que disait en partie Paola Fabiani, c'est d'abord le problème de l'instabilité. C'est qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui, comme celui d'Actual, se mettent en suspens, et beaucoup d'investisseurs qui arrêtent d'investir en France parce qu'il y a une instabilité trop forte. Le problème n'est pas qu'il y ait une taxe supplémentaire, parce que presque au contraire, les entreprises, elles veulent qu'il y ait un budget, qu'on évite de dépenser 13 milliards parce qu'on a une dissolution qui arrive. Et les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est qu'on reparte sur une possible stabilité. Ce qui recoupe d'ailleurs avec la vision d'Édouard Philippe, une vision à 5 ans, c'est ce que demandent les entreprises. Et là, si tout est à l'arrêt et si elles sont dans la difficulté, c'est d'abord à cause de ça. Et là, je vous parle, par exemple, très très concrètement, l'industrie photovoltaïque. Donc les énergies renouvelables. En fait, on recule tellement sur cet enjeu-là que là passe un amendement où on va demander à l'industrie photovoltaïque de rembourser les aides qu'ils ont eues depuis 2005. C'est-à-dire que les gens qui se sont investis, qui ont pris des risques pour investir dans Non, c'est des gens qui ont gagné beaucoup d'argent au détriment des clients d'EDF. Mais pourquoi vous êtes pour l'instabilité pour les Je suis pour françaises qu'on arrête de financer l'industrie photovoltaïque et les éoliennes qui sont des énergies intermittentes. Et qu'elles remboursent depuis 2005 leurs aides. Mais il faut absolument... Ce sont les clients d'EDF qui payent à des entrepreneurs sans scrupules cette énergie qui, encore une fois, n'amène rien parce qu'elle est intermittente. Et là, pour le coup, je soutiens le Parlement. On pourra reparler de la souveraineté énergétique de la France avec plaisir et des 75 milliards qu'on investit dans l'énergie fossile chaque année. Mais effectivement, nous, c'est ça que nous demandent les entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'ils demandent la stabilité, mais pas obligatoirement de ne jamais payer. Il faut trouver des accords pour permettre des compromis. Renaud Pila. Quel regard de l'économiste atterré que je sens toujours plus atterré. Non mais le mérite d'Édouard Philippe, c'est de faire une proposition de choc, effectivement, suppression des impôts de production qui sont tant attendus par les entreprises et suppression des aides. Mais on verra les modalités, mais il a tellement raison, Édouard Philippe, et bien d'autres avant lui. Il y a 14 000 aides aux entreprises en France. 14 000. Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde où il y a 14 000 aides? Ça veut dire quoi, ces 14 000 aides? On pourrait avoir, c'est un bottin comme ça. Qui est capable d'avoir ces... du monde, Pardon? On est aussi le pays où les entreprises sont le plus taxées de l'OCDE. Tout à fait, bien sûr. Du monde. Donc on est peut-être champion du monde des aides. Des taxes aussi. Bottin des aides, c'est parce qu'on est littéraire et pas matheux, je pense. On écrit des bottins. On est champion du monde des taxes, en incluant les aides. Absolument. Donc, ce ne sont que des compensations. C'est des compensations. C'est pour ça qu'il faut faire reset. Il faut arrêter toutes les aides. Je dis bien toutes les aides. Il faut arrêter tous les impôts de production et à partir du moment où on aura fait reset, on reviendra à voir quelles sont les aides qui sont possible. Parce que qui est capable d'avoir les aides sur 14 000? C'est qui? C'est le conseil en aide, le conseil fiscal des groupes du CAC 40. Alors, les petites boîtes, elles n'ont pas les moyens. C'est une aberration, ces aides. Benjamin Coria, quand je lis également dans le Figaro des patrons qui ont l'impression d'avoir une cible dans le dos, c'est ce que racontent certains témoignages. Et il y a un homme qui s'appelle Jérôme Russac, il est président d'un cabinet de gestion et il dit ceci: on est appelé toutes les 5 minutes en ce moment. Jamais vu autant de patrons dire qu'ils en ont marre, ras-le-bol, ils veulent partir. Ils sont pourtant attachés à la France, mais ils sont dans un état de sidération. Et l'un d'eux dit c'est difficile d'être patriote. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces patrons? Non, mais il y a deux questions différentes. Il y a une première question qui est le besoin pour les entreprises de visibilité et de stabilité de l'environnement. Et ceci fait gravement défaut. Donc ça, il y a vraiment un déficit absolument fondamental de ce côté-là. Bon, il faut espérer qu'une fois le débat budgétaire clos, on va trouver un cap. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est cette effervescence autour de nous allons partir, etc. J'ai lu le papier du Figaro ce matin. Bon, je veux dire... en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un entrepreneur qui est fixé sur le territoire, qui a ses clients, qui a ses réseaux, etc., il peut pas partir comme ça. C'est un peu... Je suis pas d'accord. Ils peuvent vendre leur boîte. On en connaît. Mais à 55 ans, ils vendent leur boîte. Il faut trouver quelqu'un pour l'acheter. Moi, je pense que c'est extrêmement surfait. Voilà. Alors, Sophie de Menton, de toute façon, on a des études économiques. Je suis désolé, hein. On a des études économiques consécutives à des chocs.
fiscaux, par exemple après l'impôt sur la fortune quand il a été installé. Bon, l'effet était dérisoire en termes de départ, dérisoire. Alors, Sophie de mais non, Menton. mais c'est chiffré. C'est le Conseil d'analyse économique, c'est pas moi. C'est un organisme auprès du Premier ministre. Répondre, s'il vous plaît. Enfin, le dernier point, madame, je suis désolé, mais il faut pas confondre. C'est toujours le même débat. Ce qui est taxe, impôt, et ce qui est prélèvement obligatoire. Dans les prélèvements obligatoires, presque la moitié sont rendus immédiatement. Alors, pardonnez-moi. Donc, c'est pas du tout. Les chiffres sont pas du tout les mêmes. Je sais que vous voulez tous réagir, mais selon ce Sophie qu'on de Menton, considère. et ensuite je vous donne la parole, et ensuite on parle héritage. Je voudrais vous dire que oui, on confond tout. Parce qu'à partir du moment où ça soustrait la capacité dans l'entreprise à gérer l'entreprise à payer, oui, on confond tout. Oui, mais ça crée du pouvoir d'achat pour l'entreprise. Non, mais attendez. Alors, venons-en. Ça, c'est le point principal. Vous parlez de tout, sauf quelque chose qui est dramatique. On ne peut pas payer nos salariés. Arriver à augmenter un salarié, c'est terrifiant. D'ailleurs, même, on a été auditionné à l'Assemblée nationale. Même le RN a renoncé à dire qu'il fallait augmenter le SMIC. Parce que c'est plus possible. On n'arrive pas à la différence entre ce que nous versons et ce qu'ils ont dans leur poche, c'est la pire du monde. Et ça, moi, je trouve que c'est fondamental. Allez-y. Dernier point, le patriotisme économique. Le patriotisme économique, ça n'existe pas. Je vote pour mon entreprise et c'est elle qui passe d'abord. Allez-y, Paola Fabiani. Vous aurez tous la parole, mais je voudrais vraiment qu'on garde du temps pour parler de l'héritage, parce que c'est un sujet qui parle beaucoup aux Français, à nos téléspectateurs. Allez-y. Concrètement, moi, j'aime me placer du point de vue de l'entrepreneur que je suis. Entreprise avec des salariés qui travaillent en France dans les centres d'appel. Donc localisés 100% en France. On est dans une économie mondiale. On est dans une logique de compétitivité. Ça veut dire qu'on ne se compare pas qu'avec nous, on se compare avec des concurrents qui sont partout présents autour du monde. Nous, la délocalisation, on la connaît tous les jours. Je pense que vous connaissez tous la délocalisation des centres d'appel. Donc nous, effectivement, le fait de ne pas pouvoir être compétitif à cause des taxes, à cause des prélèvements obligatoires qui sont très importants, ça a pour conséquence, effectivement, de perdre des contrats. Ça a des conséquences, 70 000 défaillances d'entreprises supplémentaires en un an. On a atteint le stade de 2009, donc ça a des conséquences de défaillance d'entreprises. Et effectivement, celles qui pourront partir, partiront. Mais il y en a beaucoup qui vont juste défaillir et en fait, on va perdre les emplois et c'est de la perte de pouvoir d'achat pour les Français. Ça va toucher tout le monde. Donc à un moment, mettons-nous dans l'économie du réel. Je vous laisse réagir, et ça c'est du réel. À l'Assemblée, là, ça vient de tomber, c'est une surprise. Les députés ont voté l'abrogation de la contribution de solidarité des sociétés, la C3S, un impôt de production qui a été très décrié. Oui, comme quoi les nouveautés fiscales, ça va dans un sens, ça va dans un autre. En ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a aucune colonne vertébrale. Mais moi, je vous rejoins en disant que le vrai problème dont nous parlent les entrepreneurs français, tous les jours, c'est la concurrence déloyale. Et donc, c'est là où il faut qu'on ait des solutions et des solutions nouvelles. Et on retombe sur le propos d'Édouard Philippe, c'est bien, mais on n'est pas du tout au bout d'un vrai travail sur la concurrence déloyale qu'on peut sur lequel on peut avoir des propositions nouvelles et qui font consensus en Europe. Alors, je suis désolée, vraiment, je sais qu'il nous faudra à peu près 4-5 heures pour aller au bout de cette émission. Je ne peux pas me le permettre. Vraiment, je voudrais qu'on parle d'héritage, mais d'abord, Guillaume Roquette en un mot, puisque vous avez rempli l'équivalent d'un poster. J'ai noté plein de choses Je me dis que vous avez passionnantes, beaucoup de choses à dire. en particulier la dernière sur la concurrence déloyale. Il y a une contradiction. C'est que nous voulons avoir la compétitivité et l'ouverture au monde d'une société qui accepte la concurrence, et en même temps on veut avoir une fiscalité et des régimes sociaux communistes. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que, ou bien on ferme les frontières, et dans ces cas-là, on peut le décider, sauf que ça va mal se terminer, parce que c'est ce qu'a fait la Corée du Nord, et j'aimerais pas échanger ma place pour la leur. Ou bien on décide J'aimerais bien qu'on voit la réaction de Benjamin Correa, juste en image. On va mettre il a l'habitude maintenant. Ou bien on dit, nous sommes dans une économie ouverte, et dans ces cas-là, nous devons nous battre à armes égales, et quand vous voyez la fiscalité, les prélèvements sociaux qui pèsent sur les entreprises françaises par rapport à celles de l'Europe, je ne vous parle même pas des entreprises chinoises, on ne peut pas se battre dans ces conditions. Voilà, merci beaucoup. Alors je savais que vous aviez des choses, ça se lisait sur votre visage à dire. Je voudrais qu'on s'arrête, et on aura peu de temps, mais il faut le faire, sur un irritant très fort pour vous, les patrons sur ce plateau, particulièrement agacés par le durcissement du pacte Dutreil, la niche fiscale préférée des patrons, c'est ce qu'on dit souvent, dispositif permettant d'échapper à la fiscalité sur les successions. On va plus loin encore une fois avec vous, grâce à vous, Renaud Pilat, le pacte Dutreil.
Treil raboté lundi. C'était ça, hein, lundi, Renaud. Oui. De quoi parle-t-on précisément? Alors, le pacte Dutreil, il a été voté il y a 22 ans. Le pacte Dutreil, c'est pas Sophie de Menton qui me contredira, il est majeur dans le monde des entreprises. C'est la transmission d'une entreprise familiale. Eh bien, ce pacte, c'est Renaud Dutreil à l'époque qui le fait voter. C'est un abattement de 75% lors de la transmission sur les droits de succession. Alors, dispositif pas supprimé, mais conditions durcies en début de semaine. C'est ça, soyons précis. Oui, exactement. Alors, pour les chefs d'entreprise, c'est pas une niche, mais un moyen de privilégier, de corriger les écarts de fiscalité. Alors, sous la pression du gouvernement, effectivement, il a été corrigé. Le gouvernement a accepté de retirer les biens non professionnels, parce que certains mettaient les biens immobiliers, des œuvres d'art, des surcroîts de trésorerie, des chalets. Donc ça serait effectivement modifié. Et puis le durcissement également du pacte Dutreil, c'est aussi, attention, une durée minimale de détention des actions de la société transmise. Et également, dernier point, il faut que l'une des personnes qui a la société transmise soit âgée entre 18 et 60 ans et soit non pas un mineur. Dans ce cas-là, il y aurait une sorte de fraude à ce pacte Dutreil. Alors vous l'entendez, merci Renaud, il y a déjà des réactions sur le plateau. J'avais envie de vous dire pourquoi ça vous fait hurler à ce point patron, mais non, on va se corriger, patronne, 100% patronne sur ce plateau. Pourquoi ça vous fait déjà hurler, réagir? Je suis transparente, le temps nous manque, donc vous aurez chacune la parole. Ça fait vendre des entreprises si on ne fait pas ça. Et figurez-vous, vous allez être très content que l'idée de cette loi Dutreil a été lancée par un socialiste, et la loi Jacob, sous Louis Jospin. Et que c'est eux qui ont trouvé que c'était bien pour garder nos entreprises en France. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On vend. Donc c'est tout simple, et supprimer cette loi, on se rendra compte dans 10 ans que ça a été une catastrophe. Voilà, Fabienne. Pour faire très court de problématiques, l'Allemagne a bien compris. On sait que comment créer des ETI, c'est les entreprises patrimoniales, familiales, qui de génération en génération construisent des ETI. Pourquoi la France est en retard sur son nombre d'ETI? C'est qu'on a tardé en fait à prendre en compte ce sujet de la transmission. Le pacte Dutreil est exceptionnel, est un outil fabuleux. On est en train de le casser. Et deuxième problème, parce qu'on l'évoque rapidement, c'est encore un sujet d'instabilité. Comment, et encore plus dans la transmission, comment en fait on peut prévoir l'avenir et transmettre à ses enfants, à ses descendants, si on n'a pas de visibilité? Donc non, c'est pas possible, ne le touchons pas. Et 700 000 entreprises à reprendre d'ici 2030, c'est une perte de valeur ajoutée en France et de savoir-faire. J'allais à vous, Caroline Néron, mais pour la diversité des points de vue. Benjamin Coria, parce que je vous vois beaucoup réagir, allez-y. Oui. Non, en vous entendant là, je me souvenais de cette proposition qui est que derrière chaque niche fiscale, il y a un chien. Bon, voilà. Qui aboie. Et qui aboie fort. Bon. Il faut raison garder. Il faut raison garder. Le principe de préserver une transmission des entreprises, on va dire petites et moyennes, aux descendants, ou en tout cas à des équipes, est excellent. Bien. Encore que, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas sûr que transmettre l'entreprise à ses enfants est le meilleur moyen de préserver la qualité du management de l'entreprise. Bon, mais je passe là-dessus. On l'ouvrirait même aux salariés. Non, mais je passe là-dessus. Je passe là-dessus parce que sur le principe de la transmission de l'entreprise, j'ai pas de souci. Maintenant, il faut pas toucher au pacte Dutreil, alors qu'on sait que c'est le moyen d'évasion fiscale sur les patrimoines absolument majeur en France, que dans le pacte Dutreil, on glisse les yachts, les voitures de luxe, les bijoux, etc. Comment peut-on non mais attendez, je le dis très tranquillement mais très fermement. Comment peut-on s'opposer à ça? Comment peut-on dire il ne faut pas toucher au pacte Dutreil? Sinon, en s'érigeant en défenseur de privilèges indéfendables. Alors, vous allez tenter de le défendre et vous aurez la conclusion. Alors, pour le la faire. diversité des points de vue, vous serez servi parce que nous, c'est notre proposition pour le pacte Dutreil qui a été reprise ici. Pour nous, c'est pas un rabotage du pacte Dutreil, c'est un renforcement. C'est continuer à le rendre acceptable pour qu'il puisse perdurer dans la durée. Aujourd'hui, des niches fiscales qui deviendraient inacceptables, elles pourraient risquer de sauter tout bonnement et simplement. Et nous, notre enjeu, c'est que ce pacte perdure et donc de faire que on prolonge sa durée et qu'on demande à ceux qui reprennent leurs entreprises pour bénéficier de cette exonération de ne pas garder 2 ans mais 5 ans l'entreprise, nous paraît une mesure de bon sens. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi, d'avoir été avec nous pour ce grand dossier. Merci, non mais c'était passionnant et passionné. Merci à vous.